Coucou les addicts, je vais vous faire un aveu d'entrée de jeu. Voilà un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai regardé sans voir le temps passer, sans m'ennuyer une seule seconde, et je suis arrivée au générique de fin avec ce petit sentiment de plénitude qu'on n'a pas si souvent. Je crois même que c'est jusqu'ici mon préféré de la saison. Et je vous dis ça sans vouloir le hisser sur un piédestal, ça c'est juste un ressenti et je sais que tout le monde ne le partagera pas. Mais voilà, moi, il m'a fait du bien. Alors forcément, j'avais hâte de m'asseoir avec vous pour en parler. Avant qu'on plonge, le programme du jour. On commence par le titre et ce qu'il raconte, et puis la title card, et je vous dis ce que cet épisode 6 m'a laissé dans le cœur. Ensuite, ma scène préférée, une scène qui m'a bouleversée, et la chose qui m'a un peu accrochée. Et puis, pour cette fois-ci, on déroulera trois grands thèmes, parce que sous ces airs paisibles, cet épisode raconte beaucoup de choses sur le pouvoir, la clémence et le prix des décisions. Tout à la fin, je vous garde quelques fils tendus vers la suite. Vous êtes prêts? On y va. L'épisode s'intitule Heureux les miséricordieux, Blessed are the merciful en version originale, et la version française reprend très exactement le titre VO. Mais là où je veux m'arrêter, c'est sur ce que cette phrase porte vraiment. En fait, c'est une béatitude. La cinquième, pour être précise, tirée du Sermon sur la montagne dans l'évangile de Saint Matthieu. Et la phrase complète, c'est ça qui est beau, ne s'arrête pas là où le titre coupe. En fait, ça dit Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Autrement dit, celui qui fait preuve de clémence en récoltera à son tour. Alors gardez bien cette deuxième moitié en tête parce qu'elle plane au-dessus de tout l'épisode et tout particulièrement au-dessus de Jamie. On y reviendra au moment de conclure. Ce qui me touche dans ce choix de titre, c'est qu'il pose d'emblée une question morale, presque spirituelle, et qu'il la pose sans jugement. Être miséricordieux dans un monde qui glisse vers la guerre, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Toute la magie de l'épisode, c'est qu'il ne répond jamais franchement. Il nous laisse en fait y réfléchir. Pour ce qui est de la title card, cette fois on découvre à contre-jour la silhouette d'un enfant qui court à travers de hautes herbes, un chien à ses côtés. Au début, on distingue mal, on devine juste des cheveux longs, et puis à mesure qu'il approche, on reconnaît une tunique amérindienne. Cet enfant, bien sûr, c'est le petit Totis, le plus rapide des lézards, le fils de Yann, et qu'on retrouvera plus loin dans l'épisode. Rien de spectaculaire, mais une jolie amorce. Au lieu d'une menace ou d'une arme, comme on en a souvent vu dans les title cards, on nous met simplement devant un enfant qui court, libre, en pleine lumière. Une entrée en matière douce et lumineuse, à l'image de l'épisode. S'il fallait résumer cet épisode d'un mot, je dirais qu'il respire. Après plusieurs épisodes où la tension montait sans relâche, celui-ci prend le temps, il ralentit, il laisse les scènes se déployer, il fait confiance au silence et au regard. Et pourtant, je ne me suis jamais ennuyée, parce que ce calme n'est jamais du vide, c'est un calme habité. Ce qui structure l'épisode, c'est un grand voyage entrecoupé de retours au Ridge, parce que d'un côté, on a le chemin de Yann et Rachel, partis sur leur attelage avec leur bébé, à la recherche d'Emily, la première femme de Yann. Et de l'autre, on a les suites de l'attaque de Cunningham et Jamie qui doit décider du sort des hommes qui l'ont trahi. Et le montage tisse les deux fils avec beaucoup de fluidité. L'ensemble avance d'un pas tranquille et sûr. J'ai été happée par la beauté des images. Les plans en extérieur à Fraser's Ridge sont vraiment splendides. La lumière est chaude, presque dorée. Et je suis prête à parier qu'une bonne partie de cet épisode a été tournée en plein été, tant ça transpire à l'écran. Il y a cette scène, par exemple, où Claire s'occupe de ses ruches avec les enfants autour d'elle, Mandy, Fanny et Jen, et c'est tout simplement un moment de grâce. On dirait une seconde d'été suspendue. Le choix des décors, l'implantation de ces lieux, tout cela est magnifique et ça donne à l'épisode une respiration visuelle qui colle parfaitement à son rythme. Et je crois pas que ce soit un hasard. L'épisode est réalisé par Niall McCormick qui passe pour la deuxième fois derrière la caméra sur la série. On en a parlé entre nous en visio et plusieurs addicts ont vraiment été conquises par sa manière de filmer, fluide, posée, avec de très beaux gros plans sur les visages et des plans larges qui laissent respirer le paysage. C'est ça, sa caméra prend son temps, exactement comme l'épisode. Il y a chez lui une douceur du regard qui colle parfaitement à ce que l'histoire raconte. Et puis il a aussi ce sens du détail qui annonce. Tenez par exemple, quand Jamie va remettre sa lettre d'expulsion à Hiram Crombie, la caméra garde soigneusement sa femme dans le cadre, toute désolée, mais en retrait. Et ça, c'est pas un hasard. Si elle est là, dans le plan, c'est qu'elle va compter pour la suite. Et on comprendra bientôt à quel point.
Côté interprétation, c'est la comédienne qui incarne Emily qui m'a le plus remuée. Elle n'a qu'une seule scène, hein, à la fin de l'épisode, mais elle y fait passer une intensité, une noblesse, une douleur retenue qui m'ont complètement cueillie. Je vais vous reparler d'elle parce qu'elle porte un des plus beaux moments de l'épisode. Et puis, je voudrais faire un clin d'œil au petit Henri Christian, le dernier né de Fergus et Marsali, qu'on retrouve le temps d'une scène où il construit une petite cabane pour sa grenouille, qu'il a prénommée Pierre, avec quelques mots en français que Fergus s'amuse sans doute à lui apprendre. Ce petit est tout bonnement à croquer et c'est un vrai plaisir de le voir à l'écran. Et au passage, le costume que Brianna porte dans cette scène, je le trouve vraiment ravissant. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire l'éloge des costumes à chaque épisode. Vous avez bien compris depuis longtemps que cette saison nous gâte vraiment de ce côté-là. Je termine sur un petit pincement parce qu'il faut être honnête, ça fait maintenant 2 épisodes qu'on ne voit pas du tout Lord John. On ne fait qu'entendre parler de lui. Et cette manière de le garder hors champ tout en le citant régulièrement finit par sonner un peu artificielle, pour moi. Il me manque et j'ai hâte qu'il revienne pour de vrai dans la lumière. Mon coup de cœur cette fois, vous allez peut-être être surprise, n'est pas la scène la plus spectaculaire ni la plus déchirante. C'est une scène toute simple, presque silencieuse. Jamie qui écrit ses lettres. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi elle m'a tant plu cette scène. On retrouve Jamie dans sa maison, attablé, en train d'écrire lettre après lettre. Il rédige, il plie, il cachette à la cire, il pose et il recommence. Et la mise en scène prend le temps de nous montrer cette petite mécanique patiente, le geste qui se répète, la pile qui grandit. Et il y a un plan tout simple qui m'a marqué et qu'on peut relever, c'est cette grande table de bois avec le pain et le sel posés là, Claire et Jamie dans la lumière, une image presque paysanne, hors du temps, d'une beauté désarmante. Et pendant que la voix de Jamie nous lit les courriers en voix off, on voit le jeune Josiah Beardsley les emporter à cheval de ferme en ferme. Sur le papier, ça n'a l'air de rien. À l'écran, je trouve que c'est l'un des plus beaux passages de l'épisode. Parce que cette scène, en réalité, raconte un homme qui reprend les rênes. Souvenez-vous d'où vient Jamie. Depuis plusieurs saisons, et depuis le début de la saison d'ailleurs, on l'a vu douter, vaciller, et porter sur ses épaules le poids de sa fin annoncée. Et là, dans le silence de sa maison, il reprend la main. Il organise, il commande, il agit. Chaque lettre qu'il scelle, c'est une décision, un coup d'avance. Ce n'est plus l'homme rongé par le doute des épisodes précédents, c'est de nouveau le stratège, celui qui tient son monde au bout de sa plume. Et il y a quelque chose de très Outlander dans cette idée. Cette série a toujours su nous dire les bascules les plus importantes par les gestes les plus modestes. Un homme qui écrit, certes, ça ne paye pas de mine, mais ici, ça vaut tous les discours. C'est dans ce calme retrouvé que Jamie redevient pleinement lui-même. Voilà pourquoi c'est mon top. Pas pour ce que la scène montre, mais pour ce qu'elle dit d'un homme qui se relève. Avant de vous livrer ce qui m'a moins convaincu, je ne peux pas passer à côté de la scène finale parce qu'elle m'a fait pleurer, tout simplement. C'est l'aboutissement de tout le voyage de Ian et Rachel, la rencontre avec Emily et l'apparition du petit Otis, qui débarque en courant avec un chiot tout mignon. Et ce chien, joli clin d'œil pour les fidèles, c'est le petit-fils de Rollo, le loup de Ian, et donc un nouveau fil tendu, très discret, mais de toute son histoire. Il y a aussi ce moment tout simple et bouleversant où Emily donne un prénom au bébé de Ian et Rachel. Elle le nomme Hunter. On voit Rachel toucher en plein cœur, parce que Hunter, évidemment, c'est son nom à elle, celui de son frère. Et puis au cœur de cette scène, il y a le choix d'Emily. Cette mère qui accepte de laisser partir son fils, de se détacher de lui, pour qu'il soit en sécurité loin du danger qui monte, avec un espoir très faible de le revoir un jour, c'est un déchirement, et c'est filmé avec une pudeur qui rend la chose encore plus forte. Ce qui m'a emporté, c'est le sacrifice. Cette idée qu'aimer un enfant, parfois, c'est accepter de s'en éloigner pour le sauver. C'est ce qu'avait fait Jamie avec William. Et ici, l'actrice Morgan Holstrom, qui joue Emily, fait passer tout cela presque sans mots, dans un regard, dans un silence. Et croyez-moi, j'ai ressenti chaque once de ce qu'elle est en train de traverser. J'ai pas pu retenir mes larmes. C'est exactement le genre de scène pour lequel j'aime tant cette série. Elle prend un grand thème, le renoncement d'une mère, et elle le pose à hauteur d'humain, sans esbrouf, juste de façon vraie. Mon flop, cette fois, c'est pas une scène ratée, ni un acteur qui est en dessous. C'est un peu plus diffus comme défaut, et ça tient à la façon dont l'épisode raconte certaines de ses décisions. Pour le dire simplement, à plusieurs moments, on comprend ce qui se passe, mais on ne comprend pas vraiment toujours pourquoi.
Et le cas le plus net, c'est la scène où Rachel obtient de Joseph Brandt qu'il laisse Yann rencontrer Emily. On voit Rachel plaider, on voit Brandt céder, mais le déclic qui le fait basculer, ça reste complètement flou. Qu'est-ce qui touche cet homme exactement? Pourquoi est-ce qu'il accepte? Sur le moment, j'ai trouvé que ça manquait d'un petit quelque chose pour rendre son revirement un peu plus limpide. Bref, un petit défaut de clarté sur des enjeux qui auraient pu être gagnés à être posés noir sur blanc. Mon premier thème, c'est la miséricorde de Jamie. Je l'ai un peu posé en intro, mais faiblesse ou stratégie? C'est le cœur de l'épisode, et d'ailleurs le titre nous y invite directement. Que fait Jamie des hommes qui l'ont trahi et attaqué? Au départ, on pourrait croire à un geste de pure bonté, hein. Jamie refuse de tuer Cunningham, il envisage de chasser les métayers qui se sont retournés contre lui, et puis il change d'avis, et il invente une solution intermédiaire. Il ne bannit pas les familles, il transfère les terres et la responsabilité aux femmes de ces hommes. Sur le moment, ça ressemble à de la clémence, presque à de la tendresse, mais quand on y regarde d'un peu plus près, on voit que c'est tout sauf naïf. C'est une décision profondément politique. S'il chasse tout le monde, qui cultivera les terres? Qui tiendra les comptoirs? Et surtout, en s'en prenant aux familles, il se mettrait à dos des clans entiers, avec leurs frères, leurs neveux, tous prêts à reprendre le flambeau de la rancune. En laissant les femmes maîtresses des terres, Jamie garde ses ressources, maintient son autorité et s'attache des loyautés plutôt que de se fabriquer des ennemis. La miséricorde ici n'est pas un renoncement, c'est en fait une autre forme de pouvoir. Et la série prend soin de nous faire mériter cette clémence, même si elle ne déplie pas tout. Je l'ai dit au départ, Jamie refuse tout net. Les épouses des hommes visés viennent à lui, Madame Crombie en tête, qui s'agenouille et le supplie, non pas pour elle, mais pour ses enfants, en lui rappelant la bonté dont il a toujours fait preuve envers ses métayers. Et quand il leur demande comment elles comptent se garantir que leurs maris ne le trahiront plus, l'une d'elles répond, mi-figue mi-raisin, qu'elles ont leurs petits moyens de pression. Alors Jamie comprend très bien l'allusion. Moi, ça m'a bien fait sourire. Mais à ce stade, malgré son cœur qui penche, il refuse encore. Il lui faudra un autre déclic. Et on en reparlera avec Claire. Au passage, il y a un mot qu'il emploie et qui m'a frappé quand il évoque le bannissement à la manière du rite de la cloche, du livre et de la chandelle. C'est la formule de l'excommunication catholique, et c'est presque mot pour mot ce que Jamie dit à Claire dans le tome 9 des romans, et cette formulation dit bien ce qu'il est en train de faire. Il agit en chef de clan qui prononce seul la loi sur ses terres. Parce qu'au fond, sur le Ridge, il n'y a ni tribunal ni prison. La justice, c'est lui. Et il y a d'ailleurs une scène que j'adore à ce sujet à l'infirmerie. Jamie arrive vêtu de son kilt, il réajuste son pistolet à la ceinture, et l'espace d'un instant, on se demande vraiment s'il ne vient pas tout bonnement achever Cunningham. Faux suspense, et il est très bien tenu. Car Jamie ne va pas le tuer, et la raison qu'il donne est savoureuse. Claire ne le permettrait pas. Tant que cet homme est sous sa garde, c'est elle qui le gère. Je trouve délicieux ce grand Jamie Fraser qui, sur ce point précis, se range sous l'autorité de sa femme. Et Cunningham, lui, rappelle qu'il a toujours été un soldat, un corps droit et entier, et que mourir couché n'a rien d'une mort honorable. C'est là que l'épisode glisse vers une idée vertigineuse. Pour lui, rester en vie diminuée est presque une punition pire que la mort. La mort, en fait, le délivrerait. Épargner ici, ce n'est pas faire grâce, c'est condamner à vivre, et ça fait toute la différence. Et l'épisode pousse la chose jusqu'au sort de Cunningham. Jamie donc ne le tue pas, mais il le renvoie, blessé, allongé sur une charrette, trop courte pour lui, condamné à traverser je ne sais combien de comtés avant d'atteindre un port. Ce n'est pas tendre ça non plus. C'est une preuve d'autorité ambulante, un message vivant à envoyer à tous ceux qui douteraient de qui commande sur le Ridge. Épargner peut être une autre façon de dominer. Alors, faiblesse ou stratégie, je penche très clairement pour la seconde. Jamie ne s'est pas ramolli, il a compris qu'à l'aube d'une guerre, la clémence bien placée vaut mieux que le sang. Et c'est sans doute ce que la série a de plus intelligent à nous dire de cet épisode. Si je devais désigner le vrai personnage principal de cet épisode, je ne nommerais pas un nom, je nommerais un groupe, les femmes. Parce que d'un bout à l'autre, ce sont elles qui font basculer les décisions importantes, même quand elles n'ont officiellement aucun pouvoir. Il y a cette réplique mise dans la bouche de Catherine, la femme de Joseph Brandt, qui dit en substance que le monde serait bien différent si c'était les femmes qui décidaient. Et l'épisode entier semble lui donner raison, scène après scène. Il y a Émilie qui décide seule du destin de son fils. Il y a la plaidoirie des femmes, des métayers, qui viennent implorer, courageuses et humbles,
et qui pèsent sur la décision de Jamie. Il y a Rachel dont la parole, malgré mes réserves sur la façon dont c'est amené, mais dont la parole finit par ouvrir une porte en Joseph Brandt. Aucune de ces femmes ne dirige officiellement, mais toutes infléchissent le cours des choses. Il y a même un écho que j'ai trouvé limpide et plutôt malin. À un moment, Joseph Brown dit à Ian qu'un homme sage est celui qui sait écouter sa femme. Et c'est à un mot près ce que Jamie dit de son côté. Deux hommes dans deux camps opposés qui infléchissent leurs décisions parce qu'une femme le leur a demandé. Et ce motif est partout jusque dans la structure même de l'épisode. Alors je vais être honnête avec vous parce que vous me connaissez, ce thème des femmes fortes qui pèsent sur le destin des hommes, ce n'est pas neuf dans Outlander. C'est même l'une des grandes lignes de la saga depuis le début, et une couleur que la chaîne Stars a toujours assumée dans ses séries. Je crois que je vous en ai déjà parlé bien souvent. Du coup, je sais que certains ont pu trouver le trait un peu appuyé, presque comme du réchauffé. Moi, très franchement, non. Je trouve qu'ici, ce thème retombe juste parce qu'il n'est pas plaqué. Il naît des situations, de la guerre, des choix très concrets que les personnages doivent faire. Mais je voulais soulever cette question parce qu'elle est légitime et que je sais qu'on n'a pas tous la même lecture. Et puis il y a Claire, et c'est là que je veux m'arrêter parce que sa place dans cet épisode est passionnante. En apparence, Claire est en retrait, elle parle peu, elle se tient souvent un peu en arrière, elle laisse Jamie occuper le devant de la scène. On pourrait le lui reprocher, mais moi je crois qu'on passerait à côté de l'essentiel, parce que Claire, dans cet épisode, exerce un pouvoir qui n'a pas besoin de mots. Regardez la décision de Jamie de ne pas s'en prendre aux femmes des traîtres. Cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Souvenez-vous du moment où Claire le surprend en train d'écrire sa lettre d'expulsion. Elle ne dit pas un mot ou pas grand-chose, mais son regard, toute son attitude, tout ça dit clairement qu'elle désapprouve. Parce que ces femmes-là, justement, ne savaient rien de ce qui se tramait. Et puis il y a cette scène très courte et sans une seule parole, où Jamie observe depuis le porche Claire et les enfants en train de récolter le miel près des ruches. Le regard de Jamie s'attendrit, il a même clairement la larme à l'œil, et on sent qu'à cette seconde précise, quelque chose bascule en lui. C'est ça son vrai déclic. L'idée de mettre en péril le bonheur d'une femme et de ses enfants à cause des hommes. Et puis enfin à la loge, au moment d'annoncer sa décision, regardez la mise en scène. Jamie fait reculer les hommes et passer les femmes devant eux. Claire, elle, n'a pas un seul mot de toute la scène, rien que des regards de fierté vers Jamie ou de complicité avec Madame Crombie. Tout se joue là dans le silence, dans tout ce qui se passe hors champ. Claire n'a pas besoin de monter sur une estrade pour orienter une décision. Son influence circule autrement, plus discrète, mais pas moins réelle. Alors oui, il y a un paradoxe savoureux dans cet épisode. On y célèbre le pouvoir des femmes et dans le même temps, notre héroïne se fait silencieuse. Mais je ne le lis pas comme un effacement. Je le lis comme la démonstration même de ce dont on parle dans l'épisode. Un pouvoir qui ne se voit pas et qui pourtant fait tout basculer. Alors, cela dit, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est sans doute mon vrai petit regret. Alors, plus à l'échelle de la saison que de cet épisode précis, j'aimerais qu'on redonne à Catherine Abalf et donc à Claire davantage de place et un véritable arc bien à elle. Lire son silence comme une force, oui, je le pense sincèrement et quand je vous le décris, je le défends. Mais j'aimerais aussi par moments la voir reprendre franchement la main, agir, porter une intrigue qui soit la sienne, comme la série a si bien su le faire pendant des saisons entières. Elle me manque un peu en pleine lumière, et je sais là encore que je ne suis pas la seule à le ressentir. Et il y a une question douce amère que cet épisode fait remonter en moi. Dans la très belle scène d'adieu entre Claire et Elspeth Cunningham, les deux femmes se disent que, dans une autre vie et dans d'autres circonstances, elles auraient pu être de grandes amies. Et ça m'a fait réaliser quelque chose. Des amis véritables, des vrais, à elle, Claire en a eu très peu en 8 saisons. Des proches, des alliés, ça oui, mais une amie à qui se confier d'égal à égal, ça a été rare, et Elspeth est sans doute ce qui s'en rapproche le plus dans toute la série. Et cette solitude-là affleure pile au moment où elle s'apprête à perdre l'une des seules qu'elle avait. Et je trouve ça bouleversant. Le troisième thème, c'est celui qui donne sa profondeur à l'ensemble. Cet épisode est une grande méditation sur le coût des décisions. Parce que chaque choix ici se paie et bien souvent, ce sont les autres qui règlent l'addition. Prenez Jamie. Punir les hommes qui l'ont trahi, ce serait condamner leurs femmes et leurs enfants à la misère. Il en prend conscience et c'est ce qui guide sa main. Prenez Ian. Son passé, sa vie d'avant avec Emily, ne le concerne pas que lui.
Dès le début de leur voyage, au bord de la rivière, il confie à Rachel qu'il est né une seconde fois chez les Mohawks, et qu'il y est mort aussi, d'une certaine façon. Et quand il murmure «Je t'aime» en Mohawk à leur bébé, on voit Rachel se crisper imperceptiblement parce que ces mots-là, dans cette langue, il les a déjà dit à une autre. Son passé, à lui, rejaillit sur elle, sur sa jalousie si humaine, sur Émilie et sur cet enfant qu'on déracine. Prenez William. Sa rigidité, son incapacité à pardonner à son cousin Ben d'avoir retourné sa veste, le coupe peu à peu de sa propre famille. Et il ne fait pas que subir. Il met aussi clairement le feu aux poudres quand il provoque Ben en lui demandant qui donc, à son avis, a consolé Amaranthus. L'intonation, le sous-entendu, ne laisse aucune ambiguïté et Ben le comprend aussitôt. Ben, qui soit dit en passant, a basculé du côté des rebelles après avoir croisé Thomas Paine et lu son pamphlet Common Sense, le sens commun, ce petit livre qui a fait pencher quantité de colons vers l'indépendance. Pour de vrai, dans la vraie vie. Et puis, il y a une vraie respiration dans cet arc, et elle s'appelle Denzel Hunter. Joey Phillips, l'acteur qui l'incarne, est vraiment solaire, il apporte un sourire, une lumière exactement au bon moment. La saison dernière, c'était Ian, puis Lord John et encore Claire qui le tiraient d'affaire, et cette fois c'est William, par un stratagème aussi malin que désopilant, la fausse variole et cet appareil à lavement brandi comme une menace. Quelle scène et quel plaisir de le retrouver, même pour un court instant. Mais sous l'humour, le constat reste le même. Les loyautés de William lui coûtent les siens. Et puis il y a Cunningham qui voulait tuer et qui finit vivant mais brisé et puis aussi humilié. On le renvoie au loin, un très long trajet de plusieurs semaines en calèche depuis la Caroline du Nord jusqu'à un port d'embarquement. Là encore, un choix, un prix. Et ce que j'aime dans ce mouvement, c'est qu'il casse une illusion. Cet épisode n'oppose pas les bons aux méchants. Il nous dit qu'il n'existe pas de décision parfaite, pas de bonne réponse toute prête. Il n'y a que des choix moins destructeurs que d'autres, et le courage d'assumer ce qu'il coûte. C'est un épisode sur les conséquences, et c'est ce qui le rend si adulte. Je m'arrête au passage sur Roger et Brianna parce qu'ils appartiennent aussi à ce thème. Roger découvre sa vocation, il sent l'appel de servir Dieu, et cette fois la série prend la peine de nous dire d'où ça vient. On le découvre avec Brianna dans la lettre qu'il avait écrite avant la bataille, et qui d'ailleurs en porte encore les taches de sang. Il explique ce qu'il a traversé. Souvenez-vous, enfant, pendant le Blitz, Roger a été jeté par sa mère au-dessus d'une rambarde dans le métro de Londres et rattrapé par un homme. Et cet homme, on comprend, il a compris que c'était son propre père qui a pu le sauver précisément parce que Roger, lui, l'avait renvoyé dans le passé bien des années plus tôt. La boucle se referme, et pour lui qui est presbytérien, attaché à l'idée de prédestination, c'est vertigineux. Ils n'ont pas changé le plan de Dieu, ils en ont toujours fait partie. Et Brianna en a, elle aussi, le vertige. Et son courage à la bataille n'est d'ailleurs pas resté sans suite. Fergus lui glisse une lettre de Francis Marion qui, impressionné par sa conduite, accepte de fournir les armes aux continentaux. Je sais que Roger et Brianna ne sont pas le couple phare de la série, mais moi j'aime vraiment les voir s'aimer, se comprendre et se respecter dans leurs choix. Je trouve qu'on peut s'identifier facilement à eux et ça, franchement, dans une série, c'est assez précieux. Alors, la scène d'amour qui suit, certains l'ont trouvée un peu surjouée, avec peu d'alchimie entre les acteurs. Alors, j'avoue, il y a un détail qui n'aide pas vraiment, c'est le costume de Roger avec son pantalon court, qui n'affirme pas vraiment sa virilité dans un moment censé être assez brûlant. Et beaucoup dans les critiques, comme dans la communauté, l'ont trouvé de trop ou répétitive ou mal placée juste après l'annonce de son désir d'ordination. Et même si je ne suis pas aussi dure envers cette scène, euh, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup la mise en scène, eh ben, je devais être honnête et vous la signaler. Et c'est aussi pour dire que on peut aimer profondément un couple et trouver qu'une de ces scènes ne décolle pas tout à fait. Et donc, pour rattraper un petit peu mon thème, on peut dire que Roger, lui aussi, suit un chemin. Il l'a choisi, et lui aussi en mesure le prix. Comme à chaque fois, l'épisode laisse traîner derrière lui quelques fils que la série ne manquera pas de retendre, et voici ce que j'ai noté. D'abord William, on le quitte buté, incapable de digérer la trahison de son cousin, fermé à un monde qui pourtant change autour de lui. Et j'ai le sentiment que le garçon accumule les secrets et les non-dits, des petites bombes qui finissent toujours par lui exploser à la figure. Sa route est encore longue, et j'ai hâte de voir comment il rentrera un jour dans la maison de son père.
Parce qu'on ne va pas se le cacher, ce qu'on attend aussi depuis le début de la saison, c'est ses retrouvailles avec Jamie. Ensuite, on a ce trio William, Ben, Amaranthus. Il y a là quelque chose qu'on ne nous a pas encore vraiment éclairci, une ambiguïté que je pense volontaire. Est-ce que Ben et Amaranthus sont vraiment mariés? Qui mène la danse? Amaranthus continue de nous intriguer, et je ne serais pas étonnée qu'elle se révèle bien plus calculatrice qu'elle en a l'air. Et puis Jamie et son destin. Dès l'ouverture sur le porche, Cleveland lui rappelle qu'il lui doit quelque chose. Il lui lance vous m'être redevable. C'est lourd de sous-entendu. Et d'ailleurs, Josiah Beardsley, témoin de la scène, en est visiblement gêné parce qu'il sait, lui, ce que cette dette implique. Jamie le concède, et de fait, tout au long de l'épisode, on le sent accepter ce qui arrive. Cleveland va bientôt le réclamer pour sa milice, et Jamie s'y est résolu, comme un homme qui a fait la paix avec ce qu'il attend, là-bas du côté de Kings Mountain. L'étau se resserre doucement, et il le sait. Et enfin Cunningham, on le croit hors jeu, allongé sur sa charrette, mais un ennemi blessé n'est pas un ennemi réduit au silence, surtout un homme qui se sait condamné et qui n'a plus rien à perdre. On va le garder à l'œil, et d'ailleurs l'épisode nous le glisse dans sa toute dernière réplique. Jamie prévient Claire que leurs ennuis ne sont pas finis, que Cunningham est peut-être parti, et que Ferguson, le commanditaire de toute cette attaque, est bel et bien vivant. Le Ridge n'est donc pas tiré d'affaire, loin de là. Voilà un nom à retenir, Ferguson, un adversaire qui attend déjà son tour. Heureux les miséricordieux. Maintenant qu'on a tout déroulé, je veux vraiment qu'on prenne le temps de retourner ce titre dans tous les sens. Au premier regard, il semble décrire un simple élan de bonté, presque une faiblesse, mais à la lumière de tout l'épisode, il dit quelque chose de bien plus retors et de bien plus fort. Car la béatitude, je vous le rappelais au début, ne s'arrête pas à la clémence. Elle promet que les miséricordieux obtiendront à leur tour miséricorde. Et c'est exactement ce que l'épisode met en scène à travers Jamie. En épargnant, en transférant le pouvoir plutôt qu'en l'imposant par le sang, il ne renonce pas, il s'aime, il s'attache des loyautés qui peut-être le sauveront un jour. Mais l'épisode est trop fin pour en faire une simple leçon de morale. La miséricorde ici n'est jamais gratuite. Elle est toujours aussi un calcul, une stratégie et une façon de tenir son monde. Et c'est ce mélange qui me plaît, cette idée qu'on peut être bon et habile en même temps, que la clémence et le pouvoir ne s'excluent pas et qui peuvent même se confondre. Au fond, c'est un épisode sur le pouvoir tranquille, celui de Jamie qui domine en épargnant, celui des femmes qui décident sans jamais commander, celui de Claire qui pèse sans élever la voix. Un pouvoir qui n'a pas besoin de cris ni de sang pour faire bouger les lignes. Voilà sans doute pourquoi cet épisode m'a laissé si comblé. Sous ces dehors si paisibles, il dit quelque chose de profond et d'apaisé sur ce que veut dire gouverner sa vie et celle des autres. Voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour l'épisode 6, mais avant, j'aimerais vraiment vous entendre. Dites-moi en commentaire ce qui vous a cueilli, vous. Le sacrifice d'Émilie, le silence de Claire, cette charrette où finit Cunningham. Replongez-vous dans votre premier visionnage pour me raconter, parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'on a l'authenticité de nos émotions. Je vous lis et je vous réponds. Si ce décryptage vous a fait du bien, vous connaissez la petite musique, un pouce, un partage à une amie qui aime Outlander, et c'est notre famille d'addicts qui s'agrandit. Rien que pour ça, ça compte énormément. Alors merci à celles et ceux qui le font. Vous êtes encore 40% à regarder ces vidéos sans être abonnés. Pas bien. Et puis si le cœur vous en dit, il y a un endroit où on prolonge tout ça ensemble, c'est mon Patreon. Je vais être honnête avec vous, oui, les décryptages y arrivent en avant-première une semaine avant YouTube, mais très franchement, ce n'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est tout le reste. Ce sont les interviews et les vidéos que je sous-titre pour vous, celles qu'on ne trouve nulle part ailleurs en français. Ce sont nos visios, nos échanges, cette petite communauté de passionnés où l'on continue de faire vivre Outlander. Parce qu'on le sent bien, sur les réseaux, la ferveur retombe un peu. C'est fini. Alors bien sûr, Blood of My Blood arrive dès cet automne, en septembre. Euh, mais du coup, Patreon, c'est un peu devenu notre refuge, l'endroit où la passion, elle, ne s'éteint pas. Vous y êtes les bienvenus, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour le décryptage de l'épisode 7. D'ici là, prenez soin de vous.